Bonjour à toutes et à tous, je suis très content de vous retrouver pour cette vidéo qui va concerner l'hypokaliémie. L'hypokaliémie est une urgence métabolique et qui est relativement simple à traiter. Alors l'hypokaliémie, c'est un trouble métabolique qui est le plus fréquent en pratique clinique. Ça concerne donc le potassium qui est le principal cation intracellulaire, c'est-à-dire un ion qui est positif, et dans les cellules. En effet, la concentration intracellulaire de potassium est à peu près de 150 millimoles. Donc si on devait faire une prise de sang, mais dans une cellule, admettons qu'on puisse le faire, on pourrait avoir un potassium à 150 millimoles par litre, alors que la prise de sang habituelle, bien sûr en extracellulaire, trouve un potassium en moyenne à 4 millimoles par litre. C'est grâce à cette différence de concentration qu'il existe un potentiel électrique entre les deux membranes. Et donc l'hypokaliémie peut augmenter l'excitabilité, soit des neurones ou bien de cellules cardiaques, et ce qui favorise des troubles du rythme cardiaque. Et on va voir, ce fera partie des signes de gravité. Alors comment mettre en évidence ce diagnostic? Eh bien tout simplement avec une prise de sang qui peut être veineuse ou bien artérielle. Le seuil à retenir est de 3,5 millimoles par litre. Ensuite, on verra les signes cliniques. On s'attardera rapidement sur les signes de gravité. On verra les ECG, puis les étiologies à évoquer, enfin la prise en charge. Concernant les signes cliniques, ce qu'il faut savoir, c'est que le trouble métabolique hypokaliémique eh bien, est relativement peu bruyant et les signes cliniques apparaissent tardivement, ce qui va vraiment provoquer les signes cliniques majeurs. Ça va être le degré de l'hypocalémie, l'intensité. Plus le potassium est bas, plus les symptômes vont être sévères, et surtout l'installation, puisqu'une hypocalémie qui s'installe de manière chronique sera bien mieux tolérée qu'une hypocalémie brutale. Il faut bien l'avoir en tête. Qu'est-ce qu'on peut retrouver? Des troubles digestifs. C'est souvent oublié, mais effectivement, ça peut provoquer un iléus. Donc les patients cardiopathes, par exemple, ou d'autres qui peuvent prendre, par exemple, des diurétiques qui sont hypokaliémiants, c'est pas facile à dire, comme le furosémide, par exemple, qui se présentent avec des troubles digestifs à type de constipation, il faut penser au potassium et à le doser. Ça peut provoquer une hypotonie, une faiblesse, des crampes, une hyporéflexie dans les cas les plus importants, mais ce qui fait la gravité, vous le savez sans doute déjà, ce sont les troubles du rythme que l'on va voir. Quels sont les signes de gravité? On l'a rapidement évoqué dans la diapositive précédente, ce sont les troubles du rythme cardiaque. Mais la valeur en elle-même de l'hypocalémie est un signe de gravité. Un potassium inférieur à 2 millimoles est un signe de gravité. S'il existe un risque de cardiotoxicité de manière globale, c'est-à-dire une cardiopathie sous-jacente, classe l'hypokaliémie en grave, puisqu'il y a plus de risques de faire des troubles du rythme. La prise de médicaments, par exemple des cardiotoxiques, et je vous réfère au topo qui est disponible sur cette chaîne sur les cardiotoxiques. Enfin, les signes ECG, s'ils sont présents en tout cas, sont des signes de gravité de l'hypocalémie. La présence concomitante d'une hypomagnésémie, c'est-à-dire un potassium bas et un magnésium bas, font de l'hypocalémie un, un risque plus important de troubles de rythme. Et bien souvent, on est amené, en cas d'hypocalémie, à supplémenter, soit de manière intraveineuse, soit péros, par la bouche, l'hypocalémie d'une part, bien sûr, hein, mais aussi à ajouter du magnésium pour permettre de favoriser un meilleur contrôle du potassium. Et enfin, l'hypercalcémie, donc un taux de calcium trop important, est aussi un signe de gravité. Tout ça, bien sûr, il faut bien comprendre qu'en fait, la gravité, c'est quasiment uniquement lié aux troubles du rythme cardiaque. Alors justement, on va voir l'électrocardiogramme. Concernant l'électrocardiogramme, il faut comprendre que l'électrocardiogramme montre des signes
plus précoce que le bilan biologique de l'hypokaliémie. Donc, ECG d'abord, puis prise de sang si vous suspectez une hypokaliémie. Il faut savoir que les signes sont diffus, c'est pas comme un infarctus où ils peuvent être localisés, et plus précoces, je viens de vous le dire. Ils apparaissent en général en dessous de 3 mmol par litre. Et qu'est-ce qu'on peut retrouver? Eh bien, les signes, on les retrouve majoritairement et encore plus facilement s'il y a une cardiopathie sous-jacente ou une cardiotoxicité associée avec des médicaments à risque de troubles du rythme ou qui allongent le QT, etc., etc. Donc, pensez ECG vraiment si en plus le patient est à risque de cardiopathie. On peut trouver un allongement du PR, le QT en général préservé, mais on va voir qu'il va au fur et à mesure un peu s'allonger avec l'apparition d'une onde U, un ST qui va s'aplatir au fur et à mesure, et puis des fois un aspect de troubles ischémiques, de troubles de la repolarisation avec des ondes T qui sont par la suite négatives, un segment ST qui est sous-décalé. Et il faut avoir en tête que plus la concentration est basse, plus les signes ECG sont fréquents et plus fréquemment retrouvés. Et l'ultime complication, c'est ce qu'on appelle la torsade de pointe. Vous voyez l'exemple, le schéma en bas à gauche. On imagine bien en forme d'accordéon et qui suit comme un aspect sinusoïde, contrairement à la tachycardie ventriculaire. Quelles sont les étiologies de l'hypocalémie? Il y en a 3 et il faudra s'aider pour cela de l'analyse du potassium urinaire, c'est-à-dire de la kaliurie. On verra tout d'abord l'origine digestive, puis l'origine rénale et enfin l'hypocalémie de transfert. Tout d'abord, l'origine digestive. Dans ces cas-là, le rein est censé fonctionner comme il faut, c'est-à-dire qu'il va récupérer les ions potassium, et donc dans les urines, il n'y en aura peu, c'est-à-dire que la kaliurie sera faible. Concernant l'origine digestive, je vous l'ai dit, on peut noter des carences d'apport. Le tableau est un peu plus bruyant, donc on y pense, mais c'est surtout les patients, par exemple, anorexiques, ou les patients qui ont des problèmes d'absorption, dysphagie, etc. On note des fois dans la littérature les vomissements et l'aspiration gastrique. Mais en fait, dans les vomissements, il n'y a pas de potassium, il y a plutôt du chlore. Et qu'est-ce que ça fait tout ça? Eh bien en fait, ça va induire plutôt une alcalose, puisqu'on va perdre quelque chose d'acide, et c'est en fait l'alcalose qui va provoquer l'hypokaliémie, et on le verra par la suite, c'est plutôt ce qu'on appelle une hypokaliémie de transfert. Mais retenez quand même qu'en cas de vomissement ou en cas d'aspiration gastrique, on peut retrouver une hypokaliémie. Comme ça, vous vous rappelez de toutes les causes sur le plan digestif. Il y a en haut et puis il y a en bas, bien sûr, avec les diarrhées. Et là, par contre, on perd du potassium. Des tumeurs vileuses qui vont favoriser les diarrhées et la perte de potassium, l'utilisation de laxatifs. La présence de fistules digestives, c'est très important de mettre cette hypothèse en lumière. Et la résection intestinale, éventuellement, que sais-je. Enfin, je voulais vous faire part d'une chose très importante qu'on peut retrouver dans des dossiers pour l'internat ou même en clinique d'ailleurs, ce qui est intéressant. Si un patient a effectué un voyage à l'étranger avec des diarrhées, et puis pourquoi pas un voyage qui nécessitait une prophylaxie par des médicaments pouvant allonger le QT, eh bien il faut faire attention puisque souvent le traitement des diarrhées infectieuses suite à un voyage se font par des fluoroquinolones. Et les fluoroquinolones allongent le QT. Or, avec les diarrhées qu'il a eu, il a eu une hypokaliémie. L'hypokaliémie qui favorise l'allongement du QT, et puis l'onde U, etc. Et donc le risque, c'est penser retour de voyage plus diarrhée, prophylaxie plus ou moins, avec hypokaliémie, risque de torsade de pointe et de troubles du rythme chez ces patients. On a vu le problème digestif, maintenant le trouble rénal, et donc en cas de perte rénale, eh bien la kaliurie sera augmentée, c'est-à-dire supérieure à 15 mmol par litre dans les urines. Pour suspecter et pour
et étayer les étiologies rénales, il faut, une fois qu'on a regardé la caliurie qui était augmentée, eh bien, regarder la tension. S'il n'y a pas d'hypertension artérielle, à ce moment-là, on peut suspecter la prise de diurétiques hypokaliémiants. Vous comprenez, si les diurétiques, ça va favoriser la baisse de la volémie, donc plutôt une hypotension, une tension normale. Et il faut penser aux diurétiques de Lens, aux thiazidiques, l'indapamide et l'acétazolamide. Il peut y avoir aussi des néphropathies qui provoquent une hypokaliémie et des polyuries, quelles qu'elles soient. Hein. Ça peut être une polyurie sur levée d'obstacles, par exemple, ou une polyurie qui est liée, entre autres, à une acidocétose diabétique, par exemple. Mais là, c'est encore un peu particulier, il y a différents mécanismes, mais il faut y penser. Donc, polyurie, on a une tension qui est basse et c'est bien d'origine rénale. En cas d'hypertension artérielle, il faut penser à l'hyperaldostéronisme, c'est-à-dire potassium plutôt bas qui est perdu, hein, donc perte rénale de potassium et hyperabsorption de sodium. Dans ces cas-là, c'est l'aldostérone qui est responsable de cela et ça va provoquer une hypertension artérielle. Il y a trois possibilités, soit c'est l'hyperaldostéronisme primaire. À ce moment-là, il y a une hypersécrétion eh bien d'aldostérone avec régulation. C'est ce qu'on trouve au niveau des surrénales, au niveau des problèmes surrénaliens, donc adénome de Cohn, hyperplasie bilatérale des surrénales. Là, il y a un seul moyen d'étayer tout ça, c'est éventuellement de doser la rénine, l'aldostérone, et surtout, en fait, en urgence, de regarder le rein. Donc, ce sera surtout une imagerie dans le cadre de l'urgence. Après, il peut y avoir un hyperaldostéronisme secondaire. C'est plutôt lié à une sténose de l'artère rénale, des tumeurs de rénine, une hypertension maligne. Qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir une sécrétion augmentée de rénine et donc, a fortiori, une augmentation de l'aldostérone. C'est pour ça que l'aldostérone est augmentée de manière secondaire à la rénine. Là, encore une fois, il faut plutôt faire une imagerie et plus ou moins injecter. Parce qu'on ne peut pas avoir la sténose de l'artère rénale, sauf s'il y a une obstruction euh, sans injecter le produit de contraste ou bien à l'aide d'une IRM. Ça nous permettrait éventuellement d'étayer le diagnostic. Et enfin, le pseudo-aldostéronisme, c'est-à-dire que c'est des molécules qui agissent à peu près de la même manière, ou bien apportées de manière extracorporelle, hein, ces hormones, eh bien, on retrouve entre autres la maladie de Cushing et une corticothérapie qui peut provoquer une hypocalémie, attention à supplémenter en potassium. La réglisse, donc ça on demande, on pose la question, et d'autres syndromes un peu plus accessoires, je l'ai marqué aussi, syndrome de Lidl. Bon, pour faire simple, pour étayer la cause rénale, on regarde la caliurie, augmentée, oui, effectivement, et on regarde après la tension, et on regarde surtout le rein par la suite, c'est-à-dire avec une imagerie. Troisième étiologie, l'hypocalémie de transfert. L'hypocalémie de transfert, elle est intéressante à comprendre sur le plan physiopathologique et pour la thérapeutique aussi. La cellule va pouvoir capter le potassium et surtout l'utiliser dans quel cas? Alors c'est surtout en cas eh bien, de stress. Donc les bêta-mimétiques par exemple vont faire rentrer le potassium dans la cellule afin de pouvoir faire... Ça va être concerné, c'est pour le métabolisme en fait cellulaire. Et c'est en même temps lié avec le glucogène. Donc les molécules de glucose vont venir s'agglutiner avec du potassium. C'est pour ça que lorsqu'on injecte de l'insuline, ça fait rentrer le potassium en même temps. Donc glucose et insuline, par exemple, l'insuline glucose est une des thérapeutiques pour l'hypercalémie. Ça va faire rentrer le potassium dans la cellule, ce qui provoque donc une hypocalémie. La stimulation de l'hématopoïèse, eh bien, on va devoir fabriquer de la cellule. Pour faire simple, il faut donc du matériel et des ions pour créer ces cellules. Donc la forte stimulation de l'hématopoïèse va créer des cellules et va nécessiter du potassium et donc va faire baisser le potassium. Il faut s'assurer qu'il n'y ait pas d'hyperleucocytose ou des choses monstrueuses qui peuvent provoquer une hypocalémie. L'alcalose, L'alcalose va faire effectivement rentrer la cellule, le potassium pardon, dans la cellule
et l'insuline, je vous en ai parlé, ainsi que les bêta-mimétiques. Donc si on reprend notre schéma, avec un petit moyen mémotechnique, pour vous en souvenir, le BOAL intérieur paralyse la foule, donc le BO pour bêta-mimétique, le AL pour l'alcalose, à l'intérieur pour l'insuline. Comme ça, vous vous souvenez en plus avec cette phrase plus facilement de, des mécanismes qui font rentrer le potassium. Paralyse, c'est pour la paralysie familiale hypocalémique. Alors juste un petit mot sur cette maladie, c'est des personnes qui vont présenter des grosses faiblesses, des grosses faiblesses. On a l'impression que l'étiologie est neurologique. Euh, En fait, c'est par moment, il y a une entrée massive de potassium dans les cellules, une hypocalémie qui est assez importante, mais il ne faut pas trop supplémenter ces patients en potassium, même si ça paraît très tentant, puisqu'en fait, ça va se rétablir spontanément tout seul. Donc, y penser, c'est relativement très rare, et puis la symptomatologie est assez bruyante. Je vous ai dit donc paralyse, oui, et la foule, donc c'est pour foule, beaucoup de choses, hein, beaucoup de monde, donc forte stimulation de l'hématopoïèse. Donc ça c'est pour vous rappeler les étiologies d'hypocalémie. Je vous ai marqué aussi donc les origines de l'alcalose tout en haut, hein, si on reprend l'arbre, donc l'alcalose respiratoire ou bien métabolique. Hein. Les bêta-stimulants, c'est le butamol, l'adrénaline, il y a aussi l'insuline, hein, c'est un peu le même principe. La théophiline, même si c'est plus rare, quasiment plus prescrit. Les chloroquines, et effectivement, je vous l'ai mis, pourquoi? Parce que encore cette histoire de voyage, donc bien vous rappeler en cas de prophylaxie, risque d'hypocalémie de transfert, risque d'hypocalémie à perte digestive, etc., etc. Donc très à risque d'hypocalémie. Et les catécholamines endogènes, en cas d'infarctus par exemple, ça sécrète beaucoup de catécholamines, de traumatisme crânien, de phéochromocytome. Et nous avons fait ainsi le tour des hypocalémies. En haut, je vous le mets à titre de rappel aussi, pour l'hypercalémie, hein, si ça fait rentrer d'un côté dans la cellule, bah, ça peut faire sortir le potassium. Les étiologies, pour vous en rappeler, lyse est assise bloquée dehors. Donc est assise bloquée dehors, ça vous rappelle que ça va vers l'extérieur. Donc lyse pour une lyse cellulaire, hein, à l'inverse de l'hématopoïèse. Assise, bah, c'est pour l'acidose. Bloqué, c'est pour les bêta-bloquants, à l'inverse des bêta-mimétiques. Et dehors, c'est pour la digoxine. On arrive bientôt à 20 minutes et la prise en charge maintenant, elle est relativement simple, ça va être de la supplémentation. Alors, premièrement, le volet de la supplémentation, comment on va faire? Si c'est une forme modérée, hein, jusqu'à 3 millimoles par litre, on peut se permettre de donner juste du Diffuca, hein, donc c'est du potassium perros en gélule. 600 mg, ça peut être un comprimé, deux comprimés toutes les 3 heures par exemple, et un contrôle par la suite. Si on veut vraiment charger rapidement, on peut faire aussi un ou 3 par jour par exemple. C'est à voir suivant l'expérience. Chacun a un petit peu sa recette. Pour les formes sévères, cette fois-ci, on est en dessous de 3 millimoles par litre, voire en dessous de 2,5. L'idéal, c'est de mettre du potassium intraveineux. Mais attention, le potassium intraveineux, on risque d'une part de faire des troubles du rythme d'hypercalémie, puisqu'on recharge, mais aussi d'être vénotoxique. Donc pour ça, il ne faut pas aller trop vite et pas concentrer trop fort. Donc quelles sont les limites? Eh bien un débit maximal de 1 à 1,5 g par heure. Le 1,5 c'est vraiment le maximum. Et la concentration maximale, pour ne pas être vénotoxique, si on fait sur veine, donc en périphérie, c'est de 4 grammes par litre, c'est vraiment le maximum. On peut mettre des doses maximales et en général ça se passe bien, mais si c'est une veine de bon calibre dans ces cas-là, hein. Si vous avez une veine de petit calibre, plutôt privilégier les concentrations un peu plus basses. Et en cas d'arrêt cardiaque, puisque c'est une des étiologies d'arrêt cardiaque ou de torsade de pointe, à ce moment-là, il faut mettre du potassium en 5 minutes. Toujours dilué aussi, mais vous voyez que là, la concentration, ça se fait en 5 minutes, si possible sur voie veineuse centrale. Et en cas de torsade de pointe, il faut être amené à mettre de l'isoprénaline et du sulfate de magnésium à 3 grammes en 15 minutes. Bien sûr, traiter la cause, parce que si vous avez une diarrhée très importante, vous allez continuer à le perdre. S'il y a une hématopoïèse flambante avec l'utilisation d'insuline forte, plus l'utilisation de bêta-mimétiques,
Vous imaginez que ça va poursuivre cette hypocalémie. Et donc, de ce fait-là, arrêtez les hypocalémiants et arrêtez les cardiotoxiques. Et mesure du QT, très important. En bref, qu'est-ce qu'il faut faire? On regarde le CG avant le bilan biologique, on peut même s'aider rapidement de la gazométrie, qu'elle soit veineuse ou artérielle, le potassium est bien corrélé entre les deux. Et ensuite, regardez l'étiologie, pensez au rein, il faut analyser la caliurie, pensez aux étiologies digestives, mais attention, les vomissements, c'est l'hypocalémie de transfert. Et pour le traitement, rappelez-vous qu'il existe quand même un seuil de concentration et de débit pour la voie veineuse périphérique surtout. Voilà, on arrive à la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'était le cas, ne manquez pas de vous abonner. C'est très encourageant de cliquer sur la cloche des notifications et de partager à tous vos amis. Et de lâcher un pouce bleu, bien sûr, ça encourage toujours. Il me reste plus qu'à vous dire, de prendre soin de vous et de vos patients, bien sûr.